ce nouvel épisode pour les rencontres de la transition énergétique. Et on va parler du coup des datas du bâtiment connecté et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces datas. Du coup, bonjour à tous. On s'est dit avec Maxime sur cette présentation, c'est que on avait fait un constat commun qui était que depuis, alors soit c'est 2011-2012, avec les premiers décrets européens, qu'il y avait de plus en plus de réglementations, de labels et de certifications qui étaient de plus en plus demandeurs, gourmands, en données, que ce soit pour leur analyse ou leur obligation d'acquisition. Donc en termes de réglementation, il y a le bilan carbone, il y a l'audit réglementaire, il y a le décret tertiaire, il y a la loi LOM, la loi climat et résilience, le PREVAX, la solarisation, la CSRD, pareil. Et du coup, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que des données, on en a de plus en plus, on doit en traiter de plus en plus, et donc il y a beaucoup d'évolutions qui existent, notamment d'un point de vue matériel en solution technologique, mais aussi en solution logicielle mais également en solution de traitement avec du coup, l'avènement de l'intelligence artificielle autour de tout ça. Ce qu'on a aujourd'hui comme typologie de données, c'est des données de consommation, c'est des données d'ambiance et c'est des données de fonctionnement qui vont alimenter du coup une quatrième donnée qui est le flux de GMAO qu'on pourrait placer dans la troisième donnée. Euh, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution autour des métiers, que ce soit pour traiter la donnée, l'analyser, la faire vivre. Et donc, on peut donner des exemples tout bêtes, mais l'audit réglementaire a créé finalement le métier d'auditeur énergéticien. Et aujourd'hui, alors j'en ai noté plusieurs, mais on a des chefs de projet de déploiement de réforme, des énergie managers, des AMO exploitation, on a des chefs de projet IoT, que ce soit sur la partie déploiement ou sur la partie maintenance. Alors, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Donc on va continuer cette introduction rapidement. Donc, très simplement, quelque chose que tout le monde connaît ou en tout cas a en tête. On a dans un bâtiment la possibilité de faire beaucoup de choses, comme le disait Artus. On a dans un bâtiment des données d'ambiance, on a des données de fonctionnement des équipements techniques, quels qu'ils soient, et on a du sous-comptage, tout ça pouvant alimenter les flux de GMAO des prestataires de maintenance. Alors tout ça, c'est bien à la maille d'un bâtiment, mais en fait, ce qui se passe pour nos clients, c'est comment on fait pour déployer ça sur tout un parc immobilier. Donc, ça soulève plusieurs questions. Quelles sont les méthodes de déploiement? Est-ce que ce que j'investis dans cette nouvelle technologie sur le terrain, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça a une réalité économique? Et enfin, vu que je vais déployer énormément d'objets connectés parce que j'ai énormément de bâtiments et que j'ai des millions de mètres carrés, finalement, comment je vais réussir à analyser toute cette donnée? Donc, aujourd'hui, du coup, on va pas traiter les méthodes de déploiement, ça sera un sujet à part entière. On va pas non plus traiter le sujet rentabilité de la partie IoT. On va surtout se focaliser sur comment on utilise la donnée et comment on peut la valoriser. Évidemment, si vous avez des questions sur les deux premières, on pourra y répondre à la fin. Parce qu'évidemment, tout se lie et tout se tient, mais en tout cas, on va essayer de se focaliser sur la partie utilisation de données. Je laisse la parole, on va quand même se présenter. Donc moi, je suis Arthus Sedoucet. Ça donne bien. Ça revient. Donc moi, je suis Arthus Sedoucet. Je suis le cofondateur de la société Metiga, qui est un cabinet d'ingénierie spécialisé dans la transition énergétique, environnementale et sociétale. On peut le remarquer sur une photo qui va arriver, mais du coup, en fait, on a la même photo. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Maxime il y a maintenant je sais pas, 6 ans, 7 ans. Donc, j'ai commencé sur les métiers d'efficacité énergétique. Et dans ce cadre-là, on a constaté par la suite qu'avec l'évolution des différentes réglementations et les différents métiers, qu'il y allait avoir un véritable besoin opérationnel sur tous ces sujets, et notamment l'émergence de nouveaux métiers liés à la donnée dans le bâtiment. Et donc, on a créé le cabinet Metiga, qui est aujourd'hui 120 personnes qui travaillent partout en France, en 2021. Et effectivement, on a eu la chance de travailler ensemble. Maxime, moi, je suis dirigeant de Citron depuis 2011 maintenant. Et depuis 2011, quelque part, on s'amuse à créer des nouveaux métiers
depuis l'audit énergétique qui n'existait pas, où à l'époque on nous prenait pour des ovnis parce qu'on instrumentait les armoires électriques et on allait sur les bâtiments instrumenter les armoires électriques. On continue à le faire, mais effectivement c'est mieux quand cette donnée qu'on mesurait à l'époque sur le terrain arrive en temps réel et qu'on peut l'analyser à distance, aider nos clients à distance et surtout massifier la prise de décision. C'est sûr que si on peut analyser 1000 bâtiments avec 10 000 euros d'accompagnement, c'est mieux que 10 000 euros par site. En tout cas, là, l'euro investi est bien plus intelligemment investi, ou en tout cas, c'est plus efficient. Donc nous, le travail aujourd'hui consiste à accompagner nos clients sur la croissance de ces objets connectés et des valeurs qui vont être remontées sur chaque actif immobilier. Encore une fois, que ce soit des données de consommation, de données d'ambiance, de fonctionnement des machines ou encore des flux des prestataires de maintenance. Et donc, cette donnée-là, il faut qu'elle soit intelligible, intelligente, et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients le plus possible. C'est un métier qui est très difficile parce que les données sont hétérogènes, mais on y arrive assez bien sur un paquet de sources de données différentes. Donc, pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, on gère plus de 300 connecteurs et on reçoit des milliards de données jour pour accompagner nos clients sur des centaines de milliers d'objets connectés. Alors pour commencer à répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui, le premier, c'est comment gérer toutes ces datas. Donc évidemment, sur ce point-là, je vais un peu prêcher pour notre paroisse et pour la partie citron, mais le travail qu'on s'efforce à faire, et quand je parle avec mes confrères, d'autres acteurs qui ont des plateformes de suivi d'énergie ou de suivi des bâtiments connectés, on a toujours un peu la même idée derrière, c'est que nos clients ont besoin d'avoir une vision claire de la donnée, que ce soit relativement simple, même si c'est un métier complexe, et c'est surtout, ce qu'on voit de plus en plus, c'est tout nouveau, c'est que tous nos clients ont grandi, sont de plus en plus mûrs sur la gestion de l'énergie, la gestion des bâtiments connectés. Avant, c'était dans les mains des exploitants. On a des gens de chez Engie ici avec nous dans la salle. C'était globalement dans les mains des exploitants, avec une connaissance métier et une expertise. Et puis finalement, la connaissance et l'expertise, ça commence à se transmettre entre tous les acteurs et on arrive à comprendre ce qu'est un kilowattheure d'énergie ou un mètre cube d'eau. Et donc, on arrive à mieux analyser tout ça. Et donc, forcément, les tableaux de bord deviennent de plus en plus complexes parce qu'on est plus capable de comprendre l'information qui est dans ces tableaux. Donc, nous, notre métier, c'est de faire deux choses. D'un côté, de connecter et d'afficher, et de l'autre, d'avoir des outils pour travailler dans la plateforme, pour analyser les données, déclarer des actions, suivre des plans d'action, etc. Donc aujourd'hui, on ne va pas du tout travailler parler de la partie IHM, on va plutôt travailler sur l'affichage de la donnée, la restitution et les retours d'expérience. Donc, trois exemples assez bateaux qui reprennent les trois thématiques qu'on vient de traiter. La première, donc le sous-comptage. Le sous-comptage, vous avez un bâtiment ou un parc immobilier, vous allez sous-compter a priori des milliers de compteurs en même temps qui vont remonter avec des marques et modèles différents. Et en fait, ce qui nous importe, c'est la grandeur physique. On est en train de remonter des kilowattheures ou des mégawattheures. Finalement, on s'en moque de la marque et du modèle qui est sur le terrain. Ce qui nous importe, c'est de remonter l'information et de pouvoir restituer ces données au même endroit sur un seul et même tableau de bord. Aucun acteur du marché ne peut passer du temps, en tout cas aucun client ne paiera le temps pour analyser compteur par compteur si les données de consommation sont bonnes. Donc il faut à un moment donné qu'au sein d'un même tableau de bord, on ait une vue consolidée de centaines de compteurs à la maille d'un bâtiment ou à la maille d'un parc immobilier et qu'on puisse trouver le compteur, la source de dérive de consommation extrêmement rapidement. Donc ça, c'est toute la difficulté dans les outils d'affichage de données. Donc on a le cas aujourd'hui sur quelques tours de la Défense, ou même là, on vient de finir la CMA CGM de Marseille. On a exactement ce mode opératoire-là. Il y a des centaines d'objets qui sont déployés via la GTB ou via des réseaux privés ou publics indépendants. Donc la donnée remonte et maintenant, il faut l'exploiter. Donc aujourd'hui, on développe des tableaux de bord où, par exemple, on a tous les compteurs de la tour et sont mis en avant les étages ou les zones qui ont des dérives de consommation. Et là, on a le cas ici. Pour des raisons de logistique, je ne me connecte pas dans la plateforme pour ne pas perturber la diffusion à distance, mais on a le cas où on a directement les étages qui sont classés par volume de consommation sur la période de notre choix, alors qu'on a des centaines d'objets qui remontent de la donnée. Donc, c'est-à-dire instantanément, on arrive à restituer cette information et tout de suite, on voit un étage, là, il y avait un des niveaux, où on voit la dérive de consommation d'eau. Ici, c'est les compteurs de consommation d'eau. Et on voit une dérive de consommation à cheval entre la nuit du vendredi au samedi matin. Et on peut aller plus loin. Il se trouve que c'est des sanitaires femmes, en l'occurrence, je connais ce cas d'usage. Donc là, on avait carrément le sous-comptage associé au type de sanitaire. Donc en fait, on est vraiment capable, instantanément, malgré le volume de données,
d'afficher l'endroit où il y a la dérive et donc de résoudre le problème avec le mainteneur ou avec les parties prenantes qui ont, entre guillemets, la main sur le volant et qui peuvent régler ces anomalies. Donc, tout n'est pas un sujet d'alerting, tout n'est pas un sujet d'IA. Il y a aussi des choses, des B.A.-ba, on en discutait tout à l'heure rapidement avec l'atmosphère. Justement, il y a des choses avant ça, il y a des basiques de l'énergie management ou des réglages qui peuvent être réglés par un bon affichage de la donnée. Et ces données-là, elles peuvent être accessibles pour tout le monde. Et c'est pas compliqué de voir ici qu'on a une dérive de consommation importante. Ça, c'est un premier cas d'usage. Le second cas d'usage, qui est le plus répandu, en tout cas celui sur lequel on voit un essor extrêmement important, c'est quand on capte des données d'ambiance, globalement des températures, de l'humidité ou de la qualité de l'air. Ça, c'est un objet, alors tout le monde en raffole, on le déploie rapidement, simplement. On comprend en plus ce que c'est une température, on arrive à palper à peu près ce que c'est. C'est un peu plus facile qu'un kilowattheure ou qu'un mètre cube. Et donc, on déploie beaucoup, beaucoup de tours de température. Mais quand on a 500 sites, savoir quelle est la température moyenne sur un site, on ne va pas s'amuser à cliquer sur 500 sites. Et donc là, on est capable, de la même manière, dans ces nouvelles technologies, de pouvoir afficher le classement des sites qui ont une température supérieure, par exemple, à 22,5 degrés. Et donc, on peut rapidement trouver les sites qui posent davantage de problèmes que les autres. Et ça, ces filtres-là, ils peuvent être faits sur les valeurs le jour, la nuit, savoir si à 8 heures du matin, quelle est la température de mes sites pour aider l'exploitant à faire ses réglages. Et donc ça, c'est vraiment des outils simples et efficaces pour aller filtrer les sites ou les zones qui ont des problématiques en termes d'exploitation. Et quand on a beaucoup de données, il faut le faire simplement. Donc là, vous avez un exemple d'affichage qui sont d'ailleurs nos locaux, mais on est capable de le faire évidemment sur beaucoup de sites. Tout à l'heure, il y a la ville d'ici, les Moulineaux, qui intervient. On vient de déployer très peu de sondes, il y a 40 sondes, mais c'est sur 11 sites. Donc là, pour des raisons de praticité, il y a un seul tableau de bord, le classement des sites, et là, on peut filtrer site par site du coup, pour analyser les dérives. Il y a un dernier cas de figure sur les états de fonctionnement. On a parlé, donc comptage, ambiance et état de fonctionnement. Et là, on est davantage sur, quelque part, l'histoire qu'on raconte avec les données. Ça va être un point qu'on va expliquer juste après, mais on a une donnée, on reçoit 42, 12, 54, on reçoit une valeur, c'est une valeur numérique. Et cette valeur, vous, quelque part, dans la somme des relevés de tous les jours, si vous avez 6 relevés par heure, vous vous en foutez de cette valeur-là, elle vous importe peu. Ce que vous voulez savoir, c'est si je fonctionne, si je vais bien, si je suis en panne, si j'ai un risque sanitaire. Et donc ça, on va interpréter la donnée et la traduire en événement. Et donc on va savoir si on a plutôt une panne sur le parc, quels sont les équipements qui ont le plus de pannes, est-ce que j'ai des pannes qui sont toujours en cours, etc. Et ça sur tous les objets connectés du bâtiment. Que ce soit, encore une fois, un compteur, que ce soit une porte ouverte, que ce soit un ascenseur, que ce soit un état de fonctionnement de la CTA. Donc tout ça peut être traduit en événement. Et là, on va suivre non pas une valeur numérique, mais plutôt le scénario qu'on a créé dessus, l'événement qu'on a créé sur la valeur, et donc savoir si on a quelque chose qui est en panne. Donc finalement, sur tout ça, on a un objectif qui est assez clair. C'est comme vous allez recevoir beaucoup de valeurs numériques, il faut qu'on puisse vous raconter ce que ça veut dire, et en plus vous dire être capable de vous dire finalement dans un langage assez simple, que veut dire la donnée que je viens de recevoir. Et comment vous allez ensuite gérer cette donnée. Donc on aime bien employer le mot de scénariser la donnée. Donc là, vous avez ici un schéma. On va pouvoir expliquer un peu tous les deux, du coup, tout ce qui se passe dans la vie des parties prenantes par rapport à un événement qu'on aurait créé. Mais globalement, donc vous avez un capteur que vous déployez sur votre bâtiment, sur un de vos bâtiments, sur plusieurs de vos bâtiments. Et on va créer des règles du jeu. Les règles du jeu, par exemple, si on prend les températures d'eau chaude sanitaire ou de chauffage au pied d'une chaufferie, vous voulez savoir si votre chaufferie ou votre eau chaude sanitaire décroche, et donc si vous avez une chaufferie qui tombe en panne. Donc on va définir une valeur seuil, avec peut-être une temporisation, pour définir que l'objet est en panne ou qu'on a un risque sanitaire. À partir de là, on va donc notifier l'exploitant, notifier l'exploitant ou les parties prenantes qui ont besoin d'avoir accès à cette information. Je crois que toi, tu as le cas sur les AMO chaufferies. On a effectivement des personnes qui interviennent sur des contrats de suivi de chaufferie et qui du coup reçoivent tout un tas d'alertes. Et ces alertes, avant finalement de les transmettre il faut les traiter. Et il faut respecter l'ensemble des relations contractuelles et donc du coup des chaînes de commandement par rapport à chacune des informations que contient cet événement. Et donc du coup le délai d'intervention que ça peut avoir.
Donc, donc, une fois qu'on a créé cet événement, qu'on a déclenché du coup l'état de panne sur l'objet, on va évidemment faire une demande d'intervention vers les outils de GMAO, donc vers la quatrième source d'information. Et ce déclenchement de demande d'intervention va permettre normalement à l'exploitant ou à la personne qui a les mains sur le volant d'intervenir et de réparer du coup. Parfois, il se trouve que pour des raisons X ou Y, la panne dure plus longtemps que prévu. Et donc, on peut gérer une sorte d'escalade ou de déclenchement d'événements en cascade pour notifier ou relancer les parties prenantes. Donc, parfois, il s'agit juste de relancer l'exploitant, dire attention, il y avait une panne, je t'ai prévenu, mais la panne n'est toujours pas résolue. Est-ce que tu peux du coup, prendre en compte l'événement? Ou parfois, il s'agit juste d'envoyer l'information à quelqu'un sur le terrain pour le prévenir qu'il y a toujours une panne et qu'il faut résoudre le sujet directement sur le terrain. Donc tout ça, ça permet de deux choses. La première étape, c'est le calcul du délai d'intervention. La seconde, c'est du hors délai d'intervention quelque part. On avait prévu contractuellement d'avoir une panne qui est résolue en 24 heures. Ça fait plus de 24 heures. Je vais calculer du coup quel est ce dépassement. Et une fois que cette relance est faite, là, normalement, c'est plus facile d'avoir des retours et d'avoir un objet qui, du coup, refonctionne. Et donc ça, on est capable de le suivre directement dans la plateforme. Donc ça, c'est toujours le même schéma, que vous ayez des fuites de consommation d'eau, des dépressions sur les questions de VMC, des risques légionnels ou des températures trop basses sur l'eau chaude sanitaire, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Y a tout ce qui va, en fait, tout ce qui va changer, ce sont quelles règles du jeu on va mettre, quelle est la temporisation entre des relances, qui on va prévenir, est-ce que c'est le gardien d'un immeuble, est-ce que c'est le responsable d'un portefeuille d'actifs immobiliers, est-ce que c'est plusieurs personnes au sein chez les exploitants. Souvent, on commence par le centre d'appel et puis ça finit par rapport au directeur d'exploitation. Voilà, tout dépend de comment on va gérer la relation. Mais globalement, tout ce mécanisme, il a un bienfait on constate, nous, on participe aux réunions mensuelles d'activité, aux réunions trimestrielles d'activité avec les exploitants, et on se rend compte à quel point on arrive à créer un travail d'équipe en partenariat entre le client, les AMO et les exploitants, quand les trois parties prenantes sont présentes. On arrive du coup à créer cet univers de travail où, grosso modo, la donnée devient un jeu, et on voit bien qu'il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui arrivent, où on vient travailler sur des données statistiques, et c'est un des sujets qu'on va voir ensuite. Donc une fois qu'on a ces indicateurs-là, et je finirai presque là-dessus, on va, sur tous les objets que vous allez connecter, donc, que ce soit encore une fois des machines, des centrales de traitement de l'air, des chaufferies, et des réseaux hydrauliques, aéroliques, etc. Globalement, le fait d'avoir les pannes va nous donner une information capitale, évidemment, mais va nous permettre aussi d'avoir un taux de disponibilité. On va savoir combien de temps l'objet était disponible, qui est finalement le temps global moins la durée de la panne, ou des pannes. Et donc, à partir de là, on va être capable de, comment dirais-je, de calculer le taux de disponibilité de chaque objet. Il y a quelqu'un sur mon bureau qui joue avec ma souris et qui fait bouger mes slides. On va être capable de calculer ce taux de disponibilité et de classer les équipements et les sites par taux de disponibilité. Et donc ça me permettra aussi de savoir objectivement quels sont les équipements qui ont rencontré beaucoup de problèmes et qui, sur une année ou sur une période de temps de votre choix, ont impacté défavorablement la disponibilité du fonctionnement des objets. Donc ça aide beaucoup dans le cadre de plans pluriannuels de travaux, de savoir sur quels objets on va mener des investissements. Et oui. Et du coup, effectivement, l'ensemble de ces données, parce que c'est bien beau de récupérer de la donnée, c'est hyper important, c'est le marché le demande, la performance le demande, etc. Mais ce qui est assez marrant, c'est que finalement, l'ensemble de ces données, ça crée des nouveaux métiers et ça permet aussi à l'homme, enfin à l'homme, aux personnes qui travaillent, d'analyser la pertinence de la donnée qui revient, la pertinence de l'ensemble de ces contrats et d'essayer de faire vivre pour améliorer que ce soit le confort des occupants, que ce soit la relation avec l'exploitant, que ce soit le travail de l'exploitant, que ce soit la qualité du bâtiment, la qualité de l'actif. Et du coup, finalement, c'est tout un tas de nouveaux métiers qui apparaissent dans la gestion immobilière pour la performance énergétique environnementale qui sont apparus au cours de ces dernières années et qui vont continuer à apparaître et évoluer et qui vont donner lieu à plein de formations, à plein de choses. Et donc ça, c'est un monde qui est assez mouvant. On l'a vu sur
sur les 10 dernières années. Il y a énormément de métiers qui se sont créés. Dans un premier temps, c'était sur le management de l'énergie, l'analyse des contrats dans un premier temps, puis l'analyse des consommations. Et puis, en fait, on se rend compte que toute la donnée permet d'associer beaucoup de sujets de performance occupative, enfin, pour l'occupant, à la performance environnementale et énergétique du bâtiment. Et ça se ressent notamment sur l'obtention de labels sur les actifs immobiliers. Oui, du coup, il y a énormément de certifications et de labels qui existent, qui évoluent. Alors pour la petite histoire, ce matin, chez Metiga, on a présenté notre nouveau label sur le confort thermique d'été des bâtiments. Et dans nos différents systèmes techniques qu'on intègre dans l'obtention de ce label, il y a notamment des sujets de mesure, donc liés à l'intégration de capteurs, et sur des sujets de performance dans le temps. Donc, c'est bien beau de dire qu'un bâtiment sur logiciel va respecter telle ou telle condition de température, d'humidité, mais ce qui est mieux, c'est quand même de vérifier que ça marche. Et donc, du coup, pour l'obtention et la conformité de ce label dans le temps, on va intégrer des capteurs d'ambiance. Et donc, du coup, on va obliger leur traitement. Et du coup, on a besoin aussi, pour valoriser les actifs immobiliers, d'intégrer de la donnée, enfin, en tout cas, des capteurs de données pour pouvoir l'analyser et démontrer la vraie valeur de l'actif ou de la performance de ces systèmes. Donc là, effectivement, on peut regarder un cas d'usage sur des suivis de chaufferie avec du coup des détections d'anomalies liées à un ou plusieurs scénarios qu'on aurait mis en place. Du coup, cette anomalie remonte chez le gestionnaire de contrat, en général, c'est plutôt l'AMO. Et du coup, il va, lui, travailler sur la gestion de cette analyse, enfin de cette anomalie, pardon. Qu'est-ce qu'elle a comme impact, qu'est-ce qu'elle a comme pertinence, pourquoi elle arrive de manière récurrente. Il va travailler avec l'exploitant pour mieux le comprendre et mieux dimensionner peut-être cette anomalie ou résoudre le problème main dans la main avec le personnel sur site. Et donc, ça rend un petit peu plus humain, je trouve, les échanges sur ce suivi de performance des chaufferies. Enfin, en ce cas-là, des chaufferies, mais sur ce qu'on veut. Et donc, ça fluidifie la transmission d'informations, les débats, et ça permet aussi, enfin, ça permet plein de choses. Alors, ce cas-là, c'est un exemple, hein, mais effectivement, d'avoir des anomalies qui arrivent tous les jours à 22 heures, ça pose des questions. Donc, à la limite, quel est le problème? C'est pas le sujet, mais le fait que l'AMO, le client et l'exploitant puissent échanger ensemble sur, OK, on voit qu'un événement est apparu 100 fois sur le dernier mois, trouvons ensemble la solution. Et en fait, humainement, c'est ce qui est en train de changer, cette collaboration où, en fait, avec ces données que personne n'avait ou alors qui étaient enregistrées localement sur le superviseur de la chaufferie, donc en gros, inaccessible du commun des mortels, et bien là, on a tous accès à la même information ensemble et finalement, on va jouer à la résolution de ce problème. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le cas aussi qui marche bien sur toute la partie chaufferie, c'est sur le décrochage de l'eau chaude sanitaire et de savoir si les ballons d'eau chaude sont suffisamment dimensionnés. Ça, on l'a assez régulièrement. Mais c'est exactement la même chose. Plusieurs fois, on a des pannes et on voit à quelle heure, quel jour, etc. Enfin, c'est assez criant. Et peut-être ça permet de redimensionner l'ensemble des systèmes présents sur site, de se rendre compte qu'on a des systèmes qui sont sur- ou sous-dimensionnés, et donc ça rend la chose assez intéressante. Là, du coup, c'est sur les demandes d'intervention. Donc là, c'est des flux GMAO finalement qui sont intégrés donc là, dans la solution. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on analyse ce graphique, c'est qu'on voit qu'on a une certaine concentration de demandes d'information qui ont lieu. Alors, c'est beaucoup à 8 heures et énormément à 9 heures. Le sujet, c'est qu'au niveau de ces demandes d'intervention, souvent l'exploitant a un délai pour les résoudre. Et alors, je ne sais pas où est Spark Immobilier. Je crois que c'est une zone urbaine, donc entre guillemets, à 8h, 9h, il y a beaucoup de monde sur la route. Globalement, je crois que si on demande, alors, je ne connais pas la valeur du contrat ici, mais je crois que si on demande à un exploitant d'intervenir en 2 heures dans des zones urbaines, que ce soit dans Lyon ou dans Paris intramuros, globalement, c'est des choses qui sont absolument intenables et impossibles à faire. Et donc, on se retrouve, j'imagine, là, sur 2500 interventions. Là, à vue d'œil, il y a entre 60 et 70% des demandes d'intervention qui ont lieu entre 8h et 10h.
globalement, je ne serais pas surpris que plus de 80% d'entre elles soient hors délai. Mais en fait, cette donnée-là, remise au centre de l'équation et de la discussion entre AMO, exploitant et client, ça permet aussi de se rendre compte que le contrat, il n'est peut-être pas bien dimensionné. Déjà, peut-être qu'il y a de plus en plus comment dire, de systèmes et de capteurs, donc ça peut aussi augmenter le nombre d'interventions ou le nombre de. Enfin, en fait, étant donné qu'il y a de plus en plus de matériel, ces demandes d'intervention vont potentiellement augmenter. Et donc, du coup, il y a une nécessité de redimensionner et d'échanger entre exploitants et solutions et propriétaires, voire peut-être d'intégrer d'autres solutions qui pourraient synthétiser ou regrouper ou prioriser ces informations, si c'est le cas-là. Ces discussions sont en cours. Mais en tout cas, vous allez déployer des objets connectés. Ces objets connectés bien scénarisés, normalement, vont déclencher de l'intervention d'équipes techniques qui vont venir réparer des anomalies. Hein, parce que le pilotage du bâtiment pourra certainement se faire avec des algorithmes de l'intelligence artificielle. En revanche, s'il y a une panne et que l'équipement est à l'arrêt, là, à un moment donné, c'est l'homme qui va intervenir sur le terrain pour pouvoir réparer. Et donc, plus on a d'informations, plus les exploitants vont recevoir des demandes d'intervention. Et donc, plus il va falloir trouver des nouveaux services. Donc là, on parle de nouveaux métiers aussi, de nouvelles gammes de maintenance qui vont venir, du coup, utiliser cette information pour améliorer soit la maintenance, enfin, soit le curatif, soit la maintenance préventive. En tout cas, il y a des gammes de services qui vont se créer. Alors, il y a un sujet d'orthographe, mais il y a un sujet quand même qu'il faut évoquer, qui inquiète parfois nos clients, c'est que ces nouvelles technologies, elles sont pas toujours infaillibles. Hein, les objets connectés, elles ont des durées de vie plus courtes qu'un actif immobilier. Elles ont des batteries, elles sont branchées parfois sur le terrain. Donc globalement, on va se retrouver avec des objets connectés qui vont à un moment donné faillir et sur lesquels on va avoir un manque d'information. Donc globalement là-dessus, ce qu'on a mis en place avec pas mal de retours d'expérience, il y a 5-6 ans, mais ça s'est amplifié maintenant parce que les objets se démultiplient. On a des clients qui ont déployé 2000, 3000, 4000 objets sur 50, 60, 70 sites. Et globalement, après 3 ans d'exploitation, vous commencez à voir les failles du système avec des objets qui perdent de la batterie ou des objets qui n'arrivent plus à communiquer, même s'ils ont encore de la batterie. Et donc, tout ça, il faut pouvoir le monitorer. Encore une fois, si vous avez plusieurs marques et modèles de produits différents, il vous faut un outil pour savoir si les données remontent. Donc, ce qu'on a créé en parallèle de la vue métier, donc de la vue est-ce que ma CTA va bien, est-ce que ma porte va bien, est-ce que ma chaufferie va bien, on s'est demandé, mais quelle est la santé de ma connectivité? Est-ce que mon objet connecté va bien? Autrement dit, est-ce que je peux développer un système qui surveille l'objet qui surveille? C'est un peu ça la philosophie, c'est qu'en fait, il faut prendre du recul sur, on déploie des objets connectés, mais si l'objet connecté ne remonte plus de données, est-ce que mon objet que je monitorais fonctionne toujours ou est-ce qu'il ne fonctionne plus? Et c'est ça qu'il faut réussir à analyser. Donc ça, on a mis tout ça en place. La première question, c'est quel va être l'élément déclencheur? Est-ce que c'est je ne reçois pas de données pendant 24 heures, 48 heures, une semaine? Est-ce que mon objet connecté me permet d'avoir le niveau de la batterie? Est-ce que mon réseau sur lequel j'ai déployé mon objet connecté, qu'il soit privé ou public, me permet d'avoir le niveau de signal ou la qualité du signal? Voilà, ce sont plein d'informations qui peuvent être récupérées. Ce n'est pas systématique sur tous les objets. Et donc là-dessus, on va développer une certaine intelligence justement pour savoir quels sont les objets qui sont défaillants. Ici, par exemple, c'est une vue où il y a du réseau public, du réseau privé, il y a des box WhatsApp qui sont déployées. Sur les box WhatsApp, ici, on a les informations de savoir si la box est déconnectée ou pas. Et donc là, on peut directement classer du coup les sites ou les équipements qui ont des défaillances et donc, à partir de là, déclencher des demandes d'intervention vers les nouveaux métiers. Tu commences à avoir des nouveaux Nous, métiers on a des demandes aujourd'hui opérationnelles de la part de. Alors, c'est soit des AMO, soit des maîtrises d'ouvrage directement qui ont besoin de ressources pour justement avoir un regard sur l'ensemble. Enfin, d'abord homogénéiser aussi toute la donnée, enfin toute la réception de données, et ensuite de faire du préventif sur le parc IoT déployé sur l'ensemble de leur bâtiment pour éviter justement d'avoir déployé énormément de capteurs et qu'en fait il n'y ait plus aucun capteur qui fonctionne et que du coup enfin, c'est de maintenir en vie ce parc pour justement le rendre utile parce qu'il l'est. Et donc, effectivement, on a enfin, beaucoup non, mais je dirais, une douzaine de demandes aujourd'hui sur des ressources qui
finalement sont peut-être un peu compliquées à aller chercher parce que c'est des compétences particulières. On a des sujets d'automatisme, on a des sujets de langage, des sujets de supervision et de connaissance du parc IoT français. Et donc oui, c'est un besoin émergent en tout cas sur l'activité, c'est un nouveau métier qui n'existait pas il y a 3 ans. De l'autre côté, on a vu apparaître très récemment dans des contrats de suivi de performance énergétique sur des grands parcs immobiliers, on a vu apparaître des engagements, donc demander à l'exploitant, des engagements de performance et de garantie totale sur la maintenabilité du parc des objets connectés. Et donc, il y avait différents indicateurs qui étaient listés, notamment le fait de dire, bah, si j'ai 20% de données en moins, je veux que mes objets soient changés et qu'ils soient, du coup, on va dire qu'ils soient, soit la batterie, soit la pile soit changée, soit que l'objet soit changé pour que la donnée remonte toujours. Donc, globalement, on voit qu'il y a des nouvelles tendances sur la maintenabilité de ces nouveaux objets et que ça va créer des nouveaux services auprès du coup, des différentes parties prenantes. Ça commence par l'exploitant, ça peut être également chez l'AMO. Donc ça, c'est un premier changement qu'on voit apparaître. Et le second changement, qui est un peu plus radical, on a déjà vu 2 entreprises clientes de Citrix changer l'organisation interne de l'entreprise. Donc des entreprises qui avaient au sein de leur service des équipes techniques et qui ont complètement changé leur façon de faire, donc avec une montée en compétences, donc personne n'a été viré, sur une montée en compétences sur les personnes qui avaient le savoir-faire sur le terrain, une délégation de ce savoir-faire auprès d'AMO ou d'exploitants, donc un changement des contrats d'exploitation ou alors des AMO qui venaient épauler, et du coup une montée en compétences des services vers la gestion de la data. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus sur gérer le problème technique, on est sur gérer la data pour piloter les équipes techniques. Et donc, ça n'a plus rien à voir dans le mode organisationnel. On est vraiment sur un changement de collaboration entre la maîtrise d'ouvrage qui, du coup, sait maîtriser les outils BI pour afficher la donnée, sait maîtriser la remontée de données, sait l'interpréter et sait guider les AMO et les exploitants vers une meilleure maintenabilité de l'actif immobilier. Donc, ça change vraiment tout au tout le travail et la collaboration entre les parties prenantes. Donc, voilà pour ces nouveaux métiers. On a abordé là pas mal de sujets. Je ne sais pas si y a des questions-réponses sur l'outil. Et si là, en présentiel, si vous avez des questions, mais en tout cas, on s'est laissé 10 minutes s'il y avait des questions pour répondre. Pas de questions ouvertes ici dans la salle. Oui. Est-ce que vous avez des questions de la part de vos clients sur l'impact notamment des émissions de toutes ces données qu'on remonte? C'est quoi le bon timing? Est-ce que c'est des heures au niveau des bâtiments, 3 minutes, tous les coins de l'immeuble, etc. Parce que vous avez un peu des questions autour de la bonne quantité et du bon timing d'archivage de ces données. Alors, oui, on a eu, pour répéter la question pour que tout le monde entende, donc finalement, quel est l'impact de ces objets connectés et est-ce que la maîtrise d'ouvrage demande, entre guillemets, une transparence sur ce poids en CO2, tant par la fabrication de l'objet que par la pile ou la batterie lithium qui la compose, que par la provenance de la fabrication de cet objet. Il y a très peu d'acteurs d'ailleurs, je ne crois qu'un seul qui fabrique à 100% en France. Et quid du stockage, en fait. Alors, ce qui peut faire sourire parfois, c'est quand cette information provient d'acteurs qui consomment du fioul ou du gaz. Globalement, c'est 2 poids 2 mesures entre tout ça, évidemment. Donc, on parle vraiment de choses qui consomment très, très peu. On avait fait l'exercice avec des fabricants d'objets connectés à une époque. J'ai plus les valeurs en tête, mais c'est infime. Enfin, c'est vraiment ramener à la donnée, c'est absolument infime. Et nous, sur nos serveurs, du coup, je ne parle pas de la partie objet ou pile, mais sur nos serveurs, on monitore du coup le poids du stockage et les outils qu'on utilise nous remettent l'impact carbone du stockage de la donnée, donc, mais qui concerne l'intégralité de notre parc client. Donc, ce n'est pas seulement l'objet connecté, c'est tout le travail que l'on mène. Et pareil, c'est dérisoire par rapport à l'impact carbone que malheureusement qu'on a tous. Mais j'ai plus la valeur, mais c'est vraiment infime. Pas de question? Oui. Est-ce que la data que vous récupérez, vous en faites profiter votre client? Alors, tous les tableaux de bord sont à disposition du client, l'intégralité, et des parties prenantes. Donc, le principe, c'est que la donnée ne reste pas chez la maîtrise d'ouvrage
et que les différents acteurs, à commencer par les exploitants, aient accès à cette donnée en même temps que le client. Et donc, le but du jeu, c'est de définir les règles pour prévenir les exploitants et pour éviter justement d'avoir ce conflit parfois qui existe entre un exploitant et un maîtrise d'ouvrage, de il y a des problèmes, tu les as pas résolus. L'idée, c'est il y a des problèmes, on les a vus, je t'ai prévenu, comment on fait? Le discours change de tout au tout. Mais tous les tableaux de bord sont disponibles en permanence. Et chaque site et chaque objet possède son propre fil d'actualité qui trace tous les événements. Donc, tout le journal d'alarme qui existait, qui existe d'ailleurs toujours dans les superviseurs ou en local au sein des chaufferies ou des systèmes DB, est disponible directement à distance, mais avec une information qualifiée sur tous les objets. Et donc historisé. Il n'y a pas de perte d'information. Pas d'autres questions? Merci à tous. On va laisser la parole au prochain acteur.